comment prendre place, nous, êtres humains, dans ce gigantisme, c'est quelque chose de tellement invraisemblable. Comment est-ce que nous pouvons trouver notre place, justement? Oui, bon, ça c'est deux choses. Là, il y a d'abord comment c'est fait, Voilà. il y a la découverte de cette immensité, de ces horizons qui volent en éclats, comme le dit Hazard, cette prise de conscience du fait que nous sommes dans un tout petit coin, sur une petite étoile, comme il y en a 100 milliards dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, dont il y en a également plus de 100 milliards. Il y a cette prise de conscience. Bon, après, la question que vous posez, comment on réagit, comment on prend sa place, ça, je crois que ce sont des questions personnelles. Ça n'est pas du domaine de la science. Oui, mais en même temps, de qu'on dit dire que cela. l'univers est né il y a 14 milliards d'années, Oui. et c'est quand même des choses, on s'est dit, c'est pas mesurable tout ça pour nous. Ah, c'est mesurable. C'est mesurable, oui, mais... Précisément, c'est l'astronomie Depuis vous pas donne longtemps, d'ailleurs. des chiffres qui sont crédibles. Ah. Évidemment, l'astronomie, la science, c'est pas la vérité. C'est pas une vérité révélée. Ce serait mieux dire que c'est la plausibilité. C'est ce qui paraît le plus plausible à la lumière de ce qu'on observe, des théories, de tout ça. Quel est le scénario le plus plausible du passé de l'univers? Bon, aujourd'hui, tous les astronomes vous diront que c'est ce scénario du Big Bang qui date l'univers, et on a des méthodes pour le dater. Il y en a au moins 3, même 5 en fait, qui donnent le même chiffre, ou à peu près. Ce qui est intéressant, parce que s'ils donnaient des chiffres différents, on dirait mais des méthodes complètement différentes. Donc, je pense que ce qu'on peut dire à propos de la science, c'est qu'elle nous présente des faits qui sont crédibles, parce que le propre de la science, c'est de pouvoir prouver. Vous avez le droit et le devoir de dire, mais pourquoi je vous croirais quand vous me dites 13,7 milliards d'années? Et le scientifique doit vous donner des réponses crédibles. Et c'est quelque chose qui est fragile aussi. Il se pourrait que demain, une nouvelle observation remette tout en cause. Ce n'est pas un savoir définitif, c'est un savoir fragile, précaire, mais c'est sa souplesse. Sa souplesse, c'est qu'il est capable d'incorporer de nouvelles données. Et bien sûr, quelquefois, on se gratte la tête, on dit on ne comprend pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut élargir. On est toujours amené à élargir nos horizons, à essayer d'avoir des idées encore plus... Un professeur de physique qui avait demandé à ses étudiants de résoudre un problème, et quand ils sont arrivés avec les réponses le lendemain matin, il leur a dit « Vos idées ne sont pas assez folles pour avoir une chance d'être vraies. » C'est vrai, il y a une telle démesure entre l'univers et nous qu'il faut s'attendre à des choses délirantes, comme des trous noirs, comme des choses qui sont hors de l'imagination possible, mais qui sont des réalités. Mais en même temps, vous parlez des démesures, et vous dites dans les livres que c'est grâce justement à cette démesure, à cette démesure-là que nous devons notre existence. En dernier lieu, et je c'est pour ça. Absolument, oui, tout à fait. La science, c'est aussi aujourd'hui une histoire. On a découvert que l'univers est en évolution, qu'il change. Donc, il y a une histoire. Quand ça change, il y a une histoire. Si ça ne change pas, il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire, donc les scientifiques deviennent des historiens. Et notre rôle, c'est d'essayer de reculer dans le passé, de retrouver ce qui s'est passé. Et on s'aperçoit que cette histoire, c'est la nôtre, puisque c'est grâce à cette histoire que les étoiles sont apparues, les atomes dont nous sommes faits sont nés dans les étoiles, etc. Donc on peut dire en définitive que le scientifique devient un autobiographe, puisqu'il raconte sa propre histoire. Et d'ailleurs, à propos d'histoire, j'avais dit tout à l'heure, Hazard, qu'il y a plein de gens scientifiques qui ont apporté leur pierre. On ne va pas citer tous, mais il y a certains, quelqu'un qui ne le connaissait pas du tout d'ailleurs, c'est Messier, c'est pas Jean-Marie, c'est notre Messier, qui a fait beaucoup de choses pour, et c'est un Français, il faut rendre hommage aussi, qui a apporté beaucoup de choses à cette connaissance aujourd'hui. Qui était ce monsieur-là et quelles sont les connaissances qu'il nous a apportées pour aujourd'hui? Alors, c'est Charles Messier, c'est pas Jean-Marie, effectivement. Il faut un petit peu situer, on va dire, la période. Donc, comme vous le savez, on a eu le passage de la comète de Halley. Alors, la comète de Halley, c'était l'époque où les idées de Newton commençaient à être connues, à être divulguées. Donc, la loi de la gravitation universelle commençait à être
dans les esprits. Et donc, on arrivait finalement à expliquer qu'une comète pouvait revenir de façon périodique dans le ciel. Et donc, fait une prévision. En fait, voyant l'orbite de la comète, fait le lien avec la comète passée 76 ans plus tôt et encore 76 ans plus tôt. Et donc détermine finalement que cette comète est périodique et reviendra. L'ambiance, c'est un petit peu une sorte d'engouement pour les comètes. Alors, il y a énormément de chasseurs de comètes. Les observateurs, et même depuis Paris, puisque Messier en fait observait depuis l'hôtel de Cluny, observe le ciel et puis essaye de traquer les comètes. Mais alors, comment reconnaître les comètes? Donc, dans le ciel, en fait, c'est une petite nébulosité, c'est-à-dire que c'est une petite tache floue qui se déplace de nuit en nuit. Et donc, comment ne pas se tromper entre les étoiles, les comètes? Donc, finalement, Messier décide de rendre service à ses collègues et de répertorier... faire une sorte de catalogue de tous les objets qui viendraient perturber les chasseurs de comètes. Donc, il procède de façon systématique, comme beaucoup d'astronomes procèdent finalement aujourd'hui, hein, parce que c'est une méthode très très moderne finalement dans sa conception. Donc, il regarde systématiquement et relève tous les objets qui, ayant une nébulosité, donc une petite tache floue, mais qui ne bouge pas nuit après nuit. Et donc, en faisant ce travail finalement de service à ses collègues, eh bien relève toutes les galaxies. Donc, il dresse un catalogue de galaxies et à l'époque, évidemment, les questions étaient très très ouvertes sur les galaxies. On se demandait à quelle distance ces nébulosités se situaient. Est-ce qu'il s'agissait des ensembles d'étoiles lointaines ou est-ce qu'il s'agissait d'un objet? Donc voilà, les questions étaient ouvertes, mais disons que Messier a déterminé ce catalogue de galaxies et à l'époque on ne savait pas vraiment à quoi ça correspondait. Et justement, Hubert, ça montre aussi qu'on a pas mal tâtonné à un moment donné avant de pouvoir trouver, et avec les instruments qu'on a aujourd'hui, on peut vérifier tout ce que les personnes ont pu observer et regarder à l'époque. Et on a l'impression que souvent, avec très peu d'instruments, ces gens ont vu plutôt juste. Oui. Le cas de Galilée en est un exemple. Il n'a pas reconnu les satellites, les anneaux de Saturne que vous voyez là. Et ça, c'est très amusant. Vous regardez Saturne, vous voyez ces anneaux. Galilée les a vus pas aussi bien que ça, c'était une image un peu plus floue. Et il n'a pas vu que c'était des anneaux, il pensait que c'était des oreilles. Il a dit, ça c'est curieux, un astre avec des oreilles. Mais là, ça illustre quelque chose que je trouve important en science. Souvent, on dit, cela, je le croirai quand je le verrai, mais on peut dire aussi, cela, je le verrai quand je le croirai. C'est parce qu'il n'avait pas cette idée qu'un astre pouvait avoir des anneaux, il n'a pas pu reconnaître qu'il y avait des anneaux.